Le hurlement des sirènes de la police militaire, MP, déchira l'air du vendredi soir au club des officiers, comme une lame à travers de la soie. 4 MP firent irruption, leurs menottes déjà sorties, leurs lampes de poche balayant le bar bondées jusqu'à ce qu'elles se fixent sur une seule silhouette, immobile au centre d'un cercle qui se resserrait. Rachel Porter, vous êtes en état d'arrestation pour usurpation de fonction d'officier militaire et fraude au mérite en vertu de la loi fédérale. La voix du capitaine Jack Morrison tonna dans la pièce pleine à craquer, son visage rougeoyant d'un mélange volatile d'alcool et de fureur vertueuse. Il pointa un doigt accusateur vers la femme en civil qui se tenait devant lui avec un calme troublant. Cette fraude est entrée ici portant des plaques d'identité, affirmant qu'elle avait servi chez les Seals. C'est une fausse. 40 officiers et leurs familles se tournèrent à l'unisson. Des téléphones se levèrent. Des lumières d'enregistrement clignotèrent. La foule du vendredi soir, qui quelques instants auparavant profitait de boissons et de conversations après une longue semaine, se pressait maintenant pour assister à ce qui s'annonçait comme une chute spectaculaire. Rachel Porter ne se débattit pas lorsque la capitaine Linda Vasquez, commandante des MP, s'approcha avec une autorité rodée. Elle se tenait simplement là, ses yeux bruns, stables et sans peur, rayonnant d'une quiétude qui semblait presque inappropriée étant donné les circonstances. Ses cheveux étaient coupés courts, pratiques, encadrant un visage qui ne montrait aucune trace de panique. Jean et t-shirt gris uni la désignaient comme une civile quelconque, à l'exception d'un détail, une main-chaîne en argent autour de son cou à laquelle pendait un petit objet métallique qui captait les lumières du plafond. Vous avez le droit de garder le silence. Je demande à contacter une autorité supérieure, dit Rachel, sa voix mesurée et froide comme de l'acier d'hiver. Commandement de la guerre spéciale navale, Major Général Stephen A. Morrison éclata de rire, un son strident que plusieurs de ses compagnons imitèrent. Vous pensez qu'un général s'intéresse à une prétendue comme vous, madame? Vous venez de commettre la plus grosse erreur de votre vie pathétique. Mais sur la pièce de défi, Challenge Coin, qui pendait au collier de Rachel, une série de chiffres gravés dans le métal scintillait sous les lumières du bar, GU 7041201. Et dans les 90 minutes suivantes, toutes les personnes présentes dans cette salle allaient comprendre qu'elles venaient de commettre la plus grave erreur de leur carrière. Le club des officiers de la base navale de Coronado occupait un hangar converti, rénové avec assez de faste pour être respectable lors de rassemblements formels, tout en conservant suffisamment de fonctionnalités militaires pour rappeler à chacun où il se trouvait. De longues fenêtres longeaient un mur, offrant des vues sur l'océan Pacifique s'assombrissant au crépuscule. Le bar s'étirait sur le côté opposé, les bouteilles disposées avec la précision d'un terrain de parade. Des tables rondes remplissaient le plancher principal, la plupart occupées par du personnel se détendant après une semaine exigeante d'opérations et de formation. Dans la salle de réception adjacente, un service commémoratif venait de se terminer. Plus de 100 participants retournaient dans la zone principale, leurs expressions sombres, leurs conversations étouffées. Ils s'étaient rassemblés pour honorer le petit officier Marcus Webb, un SEAL qui avait survécu à 3 déploiements de combat pour perdre sa bataille contre le TSPT le mois dernier. Le poids de cette perte planait dans l'air comme de la fumée. Rachel était assise seule à une table dans un coin près des fenêtres. Lorsque le groupe de Morrison l'avait remarquée pour la première fois, elle était restée à l'écart, sirotant un seul verre d'eau, sa posture inconsciemment parfaite malgré le cadre décontracté. Pour un œil non averti, elle n'était qu'une civile de plus. Mais le maître principal, Master Chief, Tom Sullivan, un instructeur SEAL avec 22 ans de service, avait remarqué quelque chose de différent depuis sa position au bar. Sa posture, même assise, maintenait un alignement qui parlait d'une discipline ancrée. Quand quelqu'un passait trop près derrière elle, elle suivait son mouvement avec une conscience périphérique qui dépassait la prudence normale. Et lorsque le barman avait laissé tomber un verre, sa tête s'était tournée vers le son avec une rapidité qui suggérait une évaluation de la menace plutôt qu'un simple réflexe de sursaut. Sullivan était sur le point de l'approcher lorsque le groupe de Morrison passa à l'action. 3 opérateurs SEAL, tous âgés de la fin de la vingtaine au début de la trentaine, feraient d'une évolution d'entraînement réussie et au sommet de l'accomplissement et de la bière. Le capitaine Jack Morrison menait le trio, son insigne de trident SEAL bien en évidence sur son uniforme kaki. Le lieutenant Brad Cortez le flanquait à gauche, téléphone déjà en main. Le petit officier Dylan Ross complétait le triangle, son expression sceptique, mais désireux de suivre l'exemple de Morrison. « Excusez-moi, madame », avait dit Morrison, tout en portant une fausse politesse qui masquait à peine la condescendance. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer vos plaques d'identité. Dans quelle unité avez-vous servi ?» Rachel l'avait regardé avec des yeux qui ne révélaient rien. « J'ai assisté à un service commémoratif. Je ne cherche pas à engager la conversation. »« Ce n'est pas ce que j'ai demandé, » insista Morrison, se rapprochant. « Ces plaques sont-elles militaires ou les avez-vous achetées dans un surplus ?»« Elles sont à moi. »« Alors vous affirmez un service militaire ?» intervint Cortez, son téléphone maintenant levé en mode enregistrement. « En tant que quoi, exactement ?»« Je n'affirme rien. J'ai assisté à un service pour un opérateur,
tombé au combat. C'est tout ce que vous devez savoir. Ross se pencha, l'examinant avec une attention exagérée. C'est drôle, vous ne ressemblez à aucun opérateur que j'ai jamais vu. Quel était votre grade? Votre commandement? Votre classe de graduation? Cette information n'est pas publique, dit Rachel calmement. Morrison se mit à rire. C'est pratique. Laissez-moi deviner. Votre service est classifié. Des trucs super secrets que nous ne sommes pas habilités à connaître. Les tables environnantes avaient commencé à prêter attention. Les conversations s'éteignirent. Les téléphones sortirent des poches. L'énergie dans la pièce passa de détendue à prédatrice. Vous savez ce que je pense? Continua Morrison, sa voix s'élevant pour s'assurer que tout le monde pouvait entendre. Je pense que vous êtes un de ces cas de fraude au mérite militaire. Quelqu'un qui a acheté de l'équipement en ligne et qui veut prétendre l'avoir mérité. Et vous avez choisi la mauvaise soirée et la mauvaise foule pour tenter cette arnaque. La mâchoire de Rachel se crispa presque imperceptiblement. Ses mains restèrent à plat sur la table, mais Sullivan remarqua que ses doigts changeaient légèrement de position, comme si elle se forçait consciemment à rester immobile plutôt que de se former en autre chose. « Je ne me suis pas dépeinte comme étant quelque chose que je ne suis pas, » dit-elle. « Alors prouvez-le. » Ross sortit son propre téléphone. « Donnez-nous vos coordonnées. Nous allons les vérifier immédiatement. Cela devrait prendre 2 minutes si vous êtes légitime. Je ne suis pas autorisé à fournir des détails opérationnels sans vérification d'habilitation appropriée. » Cortez hurla. « Détails opérationnels. » Elle s'engage vraiment dans son histoire. Il dirigea la caméra de son téléphone vers la foule qui regardait. Tout le monde, écoutez ceci, nous avons un cas en direct. Usurpation de mérite en cours au club des officiers de Coronado. Morrison attrapa l'épaule de Rachel, la faisant pivoter pour lui faire face directement. Le mouvement était agressif, délibérément invasif. Vous pensez pouvoir manquer de respect à de vrais opérateurs? Vous asseoir ici dans notre maison, porter nos symboles et vous attendre à ce que nous laissions ça passer? Pendant un instant seulement, quelque chose clignota derrière les yeux de Rachel. Un calcul, une évaluation de la menace. Sullivan le vit de l'autre côté de la pièce et s'éloigna instinctivement du bar, reconnaissant un schéma de réponse qu'il avait vu d'innombrables fois chez de véritables vétérans de combat. Mais Rachel ne bougea pas. Elle ne frappa pas. Elle ne se retira même pas. Elle regarda simplement Morrison avec une expression si vide de peur qu'elle était en quelque sorte plus troublante que l'agression n'aurait pu l'être. « Vous devriez retirer votre main de moi, » dit-elle calmement. Morrison serra plus fort. « Ou quoi? Vous allez appeler les flics? Nous sommes les flics ici, madame. Et vous venez d'avouer une usurpation. » Ces mots furent coupés lorsque la chaîne de plaques d'identité autour du cou de Rachel se rompit sous la pression de sa poigne. Les plaques se dispersèrent sur le sol, le métal cliquetant sur le bois poli. La pièce de défi suivit, rebondissant une fois avant de se fixer près de la botte de Morrison. La main de Rachel bougea pour attraper les objets qui tombaient avec des réflexes qui se brouillèrent. Elle attrapa une plaque d'identité en l'air, ses doigts se refermant dessus avec une vitesse qui fit cligner des yeux plusieurs observateurs. Mais la pièce était déjà au sol. Morrison se pencha pour la ramasser, son expression triomphante. « Eh bien, voyons quel genre de souvenir vous vous êtes acheté. » Il tint la pièce à la lumière, plissant les yeux sur les marques. Le métal était usé, clairement pas neuf. Un côté portait une image qui ne reconnaissait pas un trident, mais stylisé différemment du trident 6 standard. Le revers montrait une série de chiffres et de lettres qui ne signifiaient rien pour lui. « J'ai eu cette 041201, lut Morrison à haute voix. « Qu'est-ce que ça doit être? Un numéro de série que vous avez inventé? » Rachel se leva lentement, son mouvement contrôlé mais inéluctable. « Rendez-la-moi. »« Je ne crois pas. C'est une preuve que vous menez une escroquerie. » Morrison empocha la pièce. « Et maintenant, nous appelons les MP. Laissez-les déterminer les accusations apportées. » Joey Martinez, le barman, un ancien infirmier de la marine qui regardait la confrontation avec une inquiétude croissante, prit la parole derrière le bar. « Et Morrison, vas-y doucement. Laisse-la s'expliquer avant d'aggraver les choses. » Expliquer quoi? Comment elle a acheté du faux matériel et a cru qu'elle impressionnerait les gens. Morrison sortit son propre téléphone. « J'appelle ça. Le capitaine Vasquez va adorer ça. » Pendant qu'il passait l'appel, Cortez continuait de filmer, narrant pour ses téléspectateurs. Voici à quoi ressemble la fraude au mérite, les amis. Quelqu'un d'assez désespéré pour le respect pour voler l'identité de guerriers qui l'ont réellement mérité, ici même à Coronado. Vous le croyez? Elle a littéralement choisi le pire endroit possible pour faire cette arnaque. Ross tournait autour de Rachel comme un prédateur, évaluant sa proie. Vous savez quelle est la peine pour l'usurpation de fonction d'officier militaire? Un crime fédéral. De la prison. Votre vie est sur le point de devenir très compliquée. Rachel ne répondit pas. Elle se tenait simplement là,
sa posture se déplaçant inconsciemment vers ce que Sullivan reconnut comme un repos modifié en position de parade, pieds écartés à la largeur des épaules, mains lâchement jointes derrière le dos, poids uniformément répartis. C'était la posture de quelqu'un qui avait tenu d'innombrables inspections, briefings et périodes d'attente. La posture de quelqu'un qui avait porté un uniforme pendant des années. Sullivan se fraya un chemin à travers la foule qui se rassemblait. « Messieurs, nous devrions tous prendre une grande respiration ici. Morrison, vous avez fait valoir votre point. Attendons les MP et laissons-les gérer ça correctement. » Morrison se retourna vers lui. « Avec tout le respect, maître principal, cela ne vous concerne pas. Nous l'avons prise en flagrant délit. Qu'avez-vous attrapé, exactement ?» Assise tranquillement à une table, portant une identification militaire qu'elle n'a pas gagnée. « Vous a-t-elle dit qu'elle était assise ?» demanda Sullivan calmement. Morrison hésita. Elle l'a insinué. Elle portait des plaques, avait une pièce, parlait d'assister à un mémorial d'opérateurs. Tout cela pourrait être vrai, interrompit Sullivan. A-t-elle spécifiquement affirmé être quelque chose qu'elle n'est pas? Elle a dit que son dossier de service était classifié. Intervint Ross. Classique coup de faussaire. Sullivan regarda Rachel, qui rencontra son regard avec ce même calme troublant. « Madame, ancien service ?»« Oui, » dit simplement Rachel. « Branche, marine. Grade ?» Rachel fit une pause. « Je ne suis pas autorisé à discuter des spécificités sans vérification d'habilitation appropriée. » Morrison leva les mains au ciel. « Vous voyez? Elle joue la carte du classifié parce qu'elle n'a rien pour étayer ses dires. » La porte s'ouvrit avec fracas. Le capitaine Linda Vasquez entra avec 4 MP derrière elle, leurs armes ostensiblement dans leurs étuis, mais leur langage corporel diffusant l'autorité et la préparation au problème. Vasquez était connu pour mener une discipline stricte et avoir une tolérance zéro pour l'inconduite militaire. « Quelqu'un veut me dire pourquoi je suis ici un vendredi soir au lieu d'être chez moi avec ma famille ?» demanda Vasquez, son regard balayant la pièce avant de se poser sur le nœud de personnes autour de Rachel. Morrison s'avança. « Capitaine, nous avons une situation de fraude au mérite. Cette femme, il désigna Rachel, se présentait comme militaire, affirmant spécifiquement avoir servi chez les SEAL. Elle porte des plaques d'identité et détient une identification militaire qu'elle n'a pas gagnée. » Vasquez s'approcha de Rachel avec la démarche confiante de quelqu'un habitué à ce que les gens s'écartent. « Madame, j'ai besoin de voir une pièce d'identité. Permis de conduire ou carte d'identité militaire. » Rachel fouilla dans sa poche, en extirpa lentement un portefeuille et lui tendit son permis de conduire. Aucune carte d'identité militaire n'apparut. Vasquez examina la licence sous sa lampe de poche. Rachel Porter, adresse civile à San Diego. Aucune désignation militaire. Pourtant, vous portez des plaques d'identité. J'ai assisté à un service commémoratif pour un opérateur tombé au combat, dit Rachel, sa voix stable. Je n'ai fait aucune affirmation à qui que ce soit concernant mon statut. Absolument que si, coupa Morrison. Elle a parlé de l'entraînement SEAL. Elle connaissait des détails opérationnels. J'ai répondu à des questions qui m'étaient adressées, rectifia Rachel calmement. Je n'ai pas fourni d'informations volontairement. Vasquez leva la main pour obtenir le silence. Mademoiselle Porter. Question simple. Vous êtes-vous présentée comme une officière militaire en service actif ou ancienne ce soir? J'ai assisté à un service commémoratif. Point final. Ce n'est pas une réponse. Avez-vous oui ou non revendiqué un service militaire? Si vous avez déjà été faussement accusé de quelque chose contre quoi vous ne pouviez pas vous défendre, vous connaissez la frustration unique à laquelle Rachel était confrontée à ce moment-là. Parfois, la vérité est enfermée derrière des murs que nous ne pouvons pas abattre. Et la seule option est d'endurer jusqu'à ce que quelqu'un avec la bonne clé arrive. Si vous appréciez les histoires où la force tranquille triomphe finalement de l'arrogance bruyante, où ceux qui servent en silence reçoivent la reconnaissance qu'ils ont vraiment méritée, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et rejoignez notre communauté de plus de 2 millions de téléspectateurs qui valorisent les histoires authentiques de héros sous-estimés. Appuyez sur cette cloche de notification pour ne jamais manquer le moment où la vérité perce le préjugé. Rachel rencontra le regard de Vasquez. « J'ai besoin de contacter le commandement de la guerre spéciale navale, Major Général Stevenay. Il s'agit d'une question nécessitant l'implication d'une autorité supérieure. Vous n'avez pas à faire de demande, Mademoiselle Porter. Vous faites l'objet d'une enquête pour violation fédérale. Maintenant, répondez à la question. Avez-vous revendiqué un service militaire? » Avant que Rachel ne puisse répondre, Morrison sortit la pièce de défi. Elle portait ceci, « Capitaine ». Elle a affirmé qu'elle lui avait été délivrée, mais regardez-la. Elle a des marques bizarres, rien d'officiel. Probablement commandée sur mesure pour compléter son costume. Vasquez prit la pièce, la retournant dans ses mains. Elle fronça les sourcils devant les chiffres, mais ne sembla pas en reconnaître la signification.
Les pièces de défi peuvent être achetées en ligne ou reçues en cadeau. Ce n'est pas une preuve de service. Exactement. Intervint Cortez. Elle essaie d'utiliser de faux souvenirs pour voler le mérite de vrais opérateurs. Le lieutenant-colonel James Wu, un officier de liaison des marines, se fraya un chemin à travers la foule. Il observait depuis une table voisine, son visage buriné pensif. « Capitaine Vasquez, puis-je examiner cette pièce ?» Vasquez la lui tendit. Wu étudia attentivement les marques, son expression changeant subtilement. « Mademoiselle Porter, où avez-vous acquis cela ?»« Elle m'a été délivrée en mai 2011 pour l'achèvement d'une opération classifiée. » dit Rachel. Morrison explosa. « Elle invente au fur et à mesure. Capitaine, arrêtez-la immédiatement. » Mais Wu ne regardait pas Morrison. Il regardait Rachel avec le genre d'évaluation qui vient de décennies à lire les gens sous pression. « Madame, vous affirmez que cette pièce représente l'achèvement d'une opération classifiée ?»« J'énonce un fait, monsieur. » « Alors vous comprendrez pourquoi je vais vérifier cette affirmation avant que quiconque ne procède à des arrestations. » Wu sortit son téléphone, s'éloignant de la foule. La mâchoire de Vasquez se serra. « Mon colonel, avec tout le respect, nous avons une cause probable suffisante. Mademoiselle Porter n'a pas réussi à fournir de documentation de service. Elle porte des articles qui semblent être des souvenirs militaires, et de nombreux témoins l'ont entendu faire des affirmations sur une expérience militaire. »« Quelles affirmations spécifiques ?» demanda le sergent de première classe Mike Torres, arrivant du service commémoratif d'Axe en Grave-Côté. Le ranger de l'armée avait une réputation d'équité et de tolérance zéro pour les fausses accusations. Morrison, qu'a-t-elle dit exactement? Elle a parlé de l'entraînement SEAL. Elle connaissait des détails. Quels détails? Pressa Torres. Des choses sur l'entraînement BRS, qui sont accessibles au public en ligne, interrompit Torres. Qu'a-t-elle revendiqué qui constitue réellement une usurpation? Le visage de Morrison devint rouge. Elle a insinué qu'elle était l'une des nôtres, se promenant avec l'équipement, parlant d'opération. Insinuer n'est pas la même chose qu'affirmer, dit Torres fermement. S'est-elle présentée comme un SEAL actif? A-t-elle dit à quelqu'un qu'elle était actuellement en service? Silence. Elle portait des plaques d'identité, insista Ross, qui pourraient provenir d'un membre de sa famille. Rétorqua Torres, qui pourraient légitimement être les siennes d'un service passé, ce qui pourrait être complètement légal, même s'il ne s'agit que d'articles personnels. Vous faites des hypothèses. Vasquez éleva la voix. Messieurs, ça suffit. Mademoiselle Porter, dernière chance. Avez-vous une quelconque documentation de service militaire, papier de décharge, DD 214, quoi que ce soit? L'expression de Rachel ne changea pas. Mon dossier de service est classifié en vertu d'un décret. Je ne peux pas produire de documentation publique sans autorisation du commandement de la guerre spéciale navale. Cortez éclata de rire. Oh, c'est parfait. Elle s'y engage maintenant. Capitaine, c'est un comportement de faux vétérans classique. Ils affirment toujours que leurs dossiers sont scellés ou classifiés lorsque vous demandez une preuve. Vasquez sembla d'accord, son expression se durcit. Mademoiselle Porter, les personnes ayant des antécédents véritablement classifiés ne l'annoncent pas dans des bars publics. Elles ne portent pas d'articles d'identification qui attirent l'attention, et ne prétendent certainement pas qu'elles ne peuvent pas fournir de vérification de base. Je n'ai fait aucune annonce, dit Rachel calmement. J'ai assisté à un service commémoratif privé. Ces messieurs m'ont approché, ont lancé des accusations et ont fait dégénérer la situation. J'ai répondu à vos questions dans les limites de mes obligations de sécurité. Si cela est insuffisant, contactez l'autorité appropriée pour vérifier mon statut. L'autorité appropriée, c'est moi, claqua Vasquez, et mon autorité dit que vous êtes en état d'arrestation. Elle fit un signe de tête à ses MP. Menotez-la. Alors que les MP s'avançaient, Rachel ne résista pas. Elle se retourna, plaçant ses mains derrière son dos avec une aisance habituelle. Les MP hésitèrent une fraction de seconde. Son positionnement était trop parfait, trop automatique. Elle avait déjà été menottée auparavant, plusieurs fois, par des personnes qui savaient ce qu'elle faisait. Sullivan le remarqua. Torres aussi. Ils échangèrent des regards. Rachel Porter annonça Vasquez assez fort pour que toute la pièce puisse entendre. Vous êtes en état d'arrestation pour violation du Code fédéral 18 USC section 912, usurpation de fonction d'officier militaire. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous dites peut et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit à un avocat. Je comprends mes droits, dit Rachel. Je réitère ma demande de contacter le major général Steven et au commandement de la guerre spéciale navale. Cette arrestation est une erreur qui sera corrigée une fois la vérification appropriée terminée. Morrison rit sèchement. Elle essaie toujours d'utiliser un nom célèbre, capitaine.
C'est magnifique. Nous avons attrapé une fausse et elle s'enfonce à chaque mot. Les MP conduisirent Rachel vers la porte. La foule s'écarta, les téléphones tenus haut, tout le monde voulant capturer l'instant. Cortez commentait en direct pour son flux. Et la voilà, les amis. La fraude au mérite qui obtient ce qu'elle mérite. C'est pourquoi nous restons vigilants. Ces fraudeurs pensent pouvoir manquer de respect à notre service, mais la vérité finit toujours par éclater. Alors que Rachel passait devant le bar, Joey Martinez croisa son regard. L'ancien infirmier semblait troublé, ses instincts l'avertissant clairement que quelque chose n'allait pas dans cette image. Mais il ne dit rien. Que pouvait-il dire? Sullivan la regarda partir. Ses décennies d'expérience lui criaient qu'il commettait une erreur catastrophique. Mais il n'avait aucune preuve, aucune raison au-delà de l'intuition. Alors il resta silencieux, lui aussi, même si cela lui coûta. Seule Madame Eleanor Grant, une mère Gold Star qui avait assisté au service commémoratif, prit la parole au passage de Rachel. « Jeune femme, appela-t-elle doucement. Merci d'avoir assisté au service de Marcus. Cela a beaucoup compté. » Le pas de Rachel faiblit presque imperceptiblement. Elle regarda la femme âgée, et juste pour un instant, son expression contrôlée se fendit pour révéler quelque chose de brut en dessous. « C'était un bon opérateur, madame. Je suis désolé pour votre perte. » Morrison attrapa rudement le bras de Rachel. « Assez avec la comédie. Allons-y. » Et ils la firent sortir dans la nuit, toujours menottée, toujours silencieuse, portant toujours les secrets qui se cachaient derrière ses yeux bruns stables. La foule se dispersa lentement vers ses tables, l'excitation s'estompant dans des conversations animées et des spéculations. Morrison acheta une tournée pour ses amis, célébrant leur arrestation vertueuse. Cortez publia sa vidéo avec des hashtags sur la fraude au mérite et la justice. Ross commença à rédiger une déclaration officielle pour l'enquête. Aucun d'eux ne remarqua Sullivan passer un coup de fil discret dans un coin. Aucun d'eux ne vit Torres envoyer un SMS à quelqu'un avec un simple message. « Nous avons une situation au club des officiers. Besoin d'une autorité supérieure à ZAP. » Et aucun d'eux ne comprit que la pièce de défi dans la poche de Morrison, celle avec ses étranges chiffres et marques, était sur le point de se transformer de preuve de fraude en preuve de leur propre erreur de jugement catastrophique. Parce que pendant qu'ils célébraient au bar, Rachel était conduite dans un bureau des MP où le commandant Richard Stokes, l'officier GAG, corps de l'avocat général de la base, attendait pour mener un interrogatoire officiel. Et dans 45 minutes, Stokes allait lui poser une question sur des systèmes d'armes à laquelle aucun civil ne devrait être capable de répondre. Et Rachel, fatiguée de la mascarade et tenue par des réglementations qui l'obligeaient à répondre honnêtement aux questions directes de l'autorité juridique militaire, fournirait une réponse si techniquement précise qu'elle stopperait tout le monde dans la pièce. Mais ce moment n'était pas encore arrivé. Pour l'instant, elle était assise sur une chaise en métal dur dans un bureau sans fenêtre, menottée derrière le dos, attendant avec la patience infinie de quelqu'un qui avait attendu dans des situations bien pires et des endroits beaucoup plus dangereux. Attendant que la vérité rattrape les accusations. Attendant que quelqu'un avec la bonne habilitation pose les bonnes questions. Attendant, comme elle l'avait appris il y a des années, le moment où le silence serait enfin autorisé à parler. Le bureau des MP était exactement ce à quoi Rachel s'attendait. Mobilier utilitaire, éclairage fluorescent qui rendait la peau de tout le monde jaunâtre et l'odeur persistante de café éventé mélangée à du nettoyant industriel. Un bureau en métal dominait le centre de la pièce, flanqué de chaises délibérément inconfortables. Les murs affichaient des affiches de motivation sur l'intégrité et la justice, indifférentes à l'ironie de leur présence lors de fausses accusations. Le commandant Richard Stokes entra 10 minutes après que Rachel fut assise. Âgé de 45 ans, il se portait avec la confiance précise d'un avocat qui avait bâti sa carrière sur les réglementations militaires et les détails juridiques. Son uniforme était impeccable, sa posture irréprochable, son expression transmettant la supériorité lasse de quelqu'un traitant d'un énième cas d'inconduite civile. Vasquez et Morrison le suivirent, ainsi que Torres, qui s'était invité en tant qu'observateur neutre. La petite pièce devint soudainement bondée. « Mademoiselle Porter. » Stokes commença, sortant un bloc-notes jaune. « Je suis le commandant Stokes, corps GAG. Je vais mener l'enquête préliminaire sur les accusations portées contre vous. Je veux clarifier quelque chose dès le départ. Si vous coopérez pleinement et honnêtement, les choses se passeront plus facilement pour vous. La fraude au mérite est un crime fédéral grave, mais les primo-délinquants qui montrent des remords reçoivent souvent des peines réduites. » Rachel ne dit rien. « Commençons par les bases, » continua Stokes, prenant des notes. Nom complet, Rachel Ann Porter. Date de naissance, 15 novembre 1989. Occupation actuelle, technicienne médicale d'urgence pour le comté de San Diego. Stokes prit des notes. Et vous revendiquez un service militaire antérieur. J'ai servi dans l'United States Navy. Libéré honorablement en octobre 2013. Morrison, appuyé contre le mur, ne put se contenir. On y va. Écoutons les détails de ce service présumé.
Stokes lui lança un regard d'avertissement. Lieutenant, je mène cet entretien. Vous aurez votre chance. Il reporta son attention sur Rachel. Mademoiselle Porter, quel était votre grade dans la marine? Rachel fit une pause d'exactement 3 secondes. Je ne suis pas autorisé à divulguer mon grade spécifique ou ma désignation d'unité sans vérification d'habilitation appropriée du commandement de la guerre spéciale navale. La voilà, s'exclama Morrison. La classique dérobade, monsieur. C'est exactement ce que font les auteurs de fraude au mérite. Ils revendiquent un service classifié parce qu'ils ne peuvent pas fournir de détails qui n'existent pas. Stokes leva la main. Mademoiselle Porter, j'ai une habilitation secrète. Si votre service était véritablement classifié à ce niveau, vous pouvez le divulguer. Mon service nécessite une habilitation supérieure à secret, commandant. La pièce devint silencieuse pendant un moment. Le stylo de Stokes cessa de bouger. Même Morrison semblait incertain. Torres parla doucement. Commandant, cela serait top secret SI ou des programmes compartimentés spécialisés. Si elle dit la vérité. Si, interrompit Morrison. Grand si. Stokes tapa son stylo contre le bloc-notes. Très bien, abordons cela différemment. Mademoiselle Porter, parlez-moi de l'entraînement BD-11S, en supposant que vous affirmiez y être allé. Je n'ai rien affirmé à propos du BD-11S, dit Rachel. Mais vous savez ce que c'est? Basic Underwater Demolition SEAL Training. Entraînement mené au centre de guerre spéciale naval de Coronado. Connaissance courante, marmonna Morrison. Google pourrait vous le dire. Stokes continua. Quelle semaine du BUD-11S est la semaine de l'enfer, Hell Week? Semaine 4 de la première phase. À quoi sert le grindé? Évolution d'entraînement physique. Surf torture, lock pété, exercice de conditionnement. Surface asphaltée d'environ 45 mètres sur 60. Les sourcils de Stokes se levèrent légèrement. Ce niveau de spécificité n'était pas typique des connaissances touristiques. Que se passe-t-il pendant le surf torture? Rachel hésita. C'était franchir un territoire qui pouvait soit la condamner, soit la disculper. Les étudiants forment des équipages de bateaux dans la zone de surf. Ils sont tenus de se lier les bras et de rester dans l'eau froide pendant des périodes prolongées. Le but est de tester l'endurance psychologique et le travail d'équipe dans des conditions physiquement exigeantes. Combien de temps dure ces périodes? Cela varie selon la décision de l'instructeur et la performance de l'étudiant. Ce n'est pas standardisé. Quelle est la température de l'eau? Typiquement entre 13 et 18 degrés Celsius, selon la saison. Stokes prit des notes, son expression pensive. Morrison semblait moins confiant maintenant, mais refusait de reculer. Elle a pu lire tout cela dans des mémoires ou regarder des documentaires. C'est possible, convint Torres, mais elle n'a tort sur rien de tout cela. Et ses réponses ne sont pas récitées. Elle tire de l'expérience. Votre opinion? Claqua Morrison. Stokes passa à un matériel plus technique. Mademoiselle Porter. Quelles plateformes d'armes sont standards pour les éléments d'assaut SEAL? C'était la ligne rouge. Rachel le savait. Répondre honnêtement révélerait des connaissances qui ne devraient pas être publiques. Refuser confirmerait leurs soupçons de fraude. Les règlements étaient clairs. Les questions directes de l'autorité juridique militaire concernant une activité criminelle potentielle exigeaient des réponses honnêtes. Elle fit son choix. La charge standard pour les éléments d'assaut DevGru comprend généralement un HK416 modifié avec un canon de 10,4 pouces, un suppresseur, une opticotech XPS3 et des dispositifs de visée laser visible et infrarouge. Stop. La voix de Stokes était nette. Le stylo lui échappa de la main. Où avez-vous obtenu cette information? Rachel se tut. Morrison se décolla du mur. Où l'avez-vous eu? Ce n'est pas une information publique. Non, dit Stokes calmement, son expression passant de sceptique à profondément troublée. Ça ne l'est pas. Ce sont des détails opérationnels qui ne devraient pas être entre les mains de civils. Il fixa Rachel. Mademoiselle Porter, vous venez de révéler une information classifiée. Comment connaissez-vous ces spécifications? On m'a posé une question directe par une autorité juridique, dit Rachel calmement. Je suis tenu de répondre honnêtement. Cela n'explique pas comment vous connaissez des configurations d'armes classifiées. Ça l'explique si j'y ai eu accès par un service légitime. La pièce éclata. Morrison exigea une arrestation immédiate pour espionnage. Vasquez voulait savoir qui étaient les contacts de Rachel. Torres affirma que sa connaissance prouvait qu'elle avait un accès interne d'une manière ou d'une autre. Seul Stokes resta silencieux, étudiant Rachel avec l'intensité de quelqu'un qui réévaluait tout. Finalement, il leva la main pour obtenir le silence. Mademoiselle Porter, je vais vous poser une question directe, et je veux une réponse directe. Pas de dérobade, pas d'affirmation de statut classifié, pas d'évasion.
Avez-vous oui ou non été membre de la communauté de guerre spéciale navale des États-Unis? Rachel rencontra son regard. Oui. En quelle capacité? Cette information nécessite une habilitation top secret SCI et un accès compartimenté que je ne peux pas vérifier que vous possédez. Commandant, je suis l'officier JAG de cette base. J'ai une autorité de supervision. Vous avez l'autorité, reconnut Rachel. Mais vous n'avez peut-être pas l'habilitation besoin de savoir pour des programmes spécifiques. Ma participation à ces programmes ne peut être divulguée sans vérification que vous êtes autorisé à recevoir cette information. Stock se leva brusquement, sa chaise raclant sur le sol. C'est absurde. Vous ne pouvez pas revendiquer un service militaire et ensuite refuser de fournir le moindre détail vérifiable. J'ai fourni des détails. Vous savez maintenant que j'ai eu accès à des spécifications d'armes classifiées. Cet accès n'était pas illégitime. Je n'ai pas volé d'informations ni piraté de bases de données. Je connaissais ces détails parce que j'ai utilisé ces systèmes d'armes. Le visage de Morrison était devenu rouge. Vous affirmez que vous étiez un opérateur, une femme? En quelle année? 2010, 2011? Il n'y avait pas d'opératrice civile à l'époque. Officiellement, dit Rachel calmement, il n'y en avait pas. Le mot plana dans l'air comme la fumée d'une arme déchargée. Vasquez s'avança. Mademoiselle Porter, laissez-moi voir vos mains. Rachel la regarda. Pourquoi? Faites-le simplement. Vous êtes en état d'arrestation. Rachel tendit ses mains, toujours menottées. Vasquez attrapa ses poignets, tournant ses paumes vers la lumière. Ses pouces passèrent sur les callosités épaisses à la base de chaque doigt, une cicatrice prononcée entre le pouce et l'index de sa main droite. Des cicatrices plus petites sur la paume. Commandant, dit lentement Vasquez, ce ne sont pas des callosités normales. C'est de l'usure due aux armes. Une usure significative due aux armes. Torres se rapprocha pour examiner les mains de Rachel. Son expression changea. C'est un motif de poignée de pistolet. Des milliers de balles. Et cette cicatrice, c'est une morsure de glissière due à une mauvaise prise sur un 1911 ou une plateforme similaire. Elle a appris à tirer avec quelque chose qui mord en retour quand vous le tenez mal. N'importe qui peut aller au stand de tir, insista Morrison, mais sa voix avait perdu son assurance. Pas comme ça, rétorqua Torres. C'est une signature d'usure d'armes de service. C'est ce qui se produit lorsque vous portez et tirez avec une arme de service quotidiennement, pendant des années. Les tireurs récréatifs ne développent pas ce motif. Stokes examina également les mains, son esprit juridique travaillant clairement sur les implications. Mademoiselle Porter, retirez votre veste. Je préférerais ne pas. Ce n'était pas une demande. Vous êtes en état d'arrestation. Retirez votre veste ou je demanderai au MP de le faire. Rachel retira lentement sa veste en jean clair, révélant un t-shirt gris à manches courtes en dessous. Ses avant-bras montraient immédiatement une série de fines cicatrices remontant son bras gauche selon un motif qui fit aspirer brusquement Torres. Des éclats d'obus, dit-il. C'est un motif de souffle, des blessures par fragments d'iodés ou d'engins explosifs. Il désigna son épaule. Et cette cicatrice, chirurgicale, quelque chose a nécessité une intervention médicale significative. La mâchoire de Rachel se serra, mais elle ne dit rien. Vasquez étudia les cicatrices avec un intérêt professionnel. Elles ne sont pas fraîches, vieilles de plusieurs années, guéries proprement, ce qui signifie de bons soins médicaux, des soins médico-militaires. Cela pourrait provenir de n'importe quoi, argumenta Morrison, mais il semblait incertain maintenant. Accident de voiture, accident industriel. Torres secoua la tête. C'est une signature de blessure de combat. J'en ai vu assez de fois pour la reconnaître. Stokes retourna à sa chaise, son approche entière ayant changé. Mademoiselle Porter, je vais faire passer votre nom dans la base de données militaires. Vérification standard. Si vous avez servi, vous apparaîtrez. Si vous n'apparaissez pas, nous aurons notre réponse. Il sortit un ordinateur portable, se connecta à un terminal sécurisé et commença à taper. Rachel le regarda passivement travailler. Morrison se déplaça pour regarder par-dessus son épaule. Torres resta à ses côtés, son expression pensive. Vasquez se tenait près de la porte, les bras croisés. Après 5 minutes, Stokes leva les yeux. Aucun dossier de Rachel Porter dans les bases de données du programme SEAL, des diplômés du BUD-11 ou de la communauté NSW, Naval Special Warfare, auquel je peux accéder. L'expression triomphante de Morrison revint. Ça y est, c'est une fraude. Tous ces discours sur le service classifié, et elle n'est même pas dans le système. Elle n'est pas dans les bases de données auxquelles vous pouvez accéder, corrigea Torres. C'est différent de n'être dans aucune base de données. À quelle base de données un commandant JAG n'a-t-il pas accès? Le défia Morrison. À un certain nombre, en fait, dit Torres. Personnel JSOC, unité de mission spéciale, programme compartimenté.
Si elle faisait partie de quelque chose au-dessus de votre habilitation, commandant, elle n'apparaîtrait pas dans votre recherche. Stokes ferma l'ordinateur portable avec plus de force que nécessaire. Mademoiselle Porter, je vais être direct. Vous avez démontré des connaissances que vous ne devriez pas avoir, des blessures compatibles avec un service de combat et des preuves physiques d'entraînement aux armes, mais vous n'êtes dans aucune base de données que je peux vérifier. Cela signifie que soit vous dites la vérité sur un service classifié au-dessus de mon niveau d'habilitation, soit vous avez volé des informations et fabriqué une histoire de couverture élaborée. J'ai dit la vérité, dit simplement Rachel. Alors fournissez-moi quelqu'un qui puisse le vérifier. Un commandant, un membre de l'unité, quelqu'un que je peux contacter pour confirmer vos affirmations. Major Général Stevennet, général commandant du commandement de la guerre spéciale navale. Morrison rit amèrement. Elle essaie toujours d'utiliser un nom célèbre. Monsieur, cela devient ridicule. Elle prétend qu'elle ne peut être vérifiée que par un amiral à 3 étoiles, le général commandant de toute la communauté SEAL. Ce serait mon dernier CO, commandant, dit Rachel calmement. Vous vous attendez à ce que nous croyions que vous rendiez compte à un vice-amiral? Demanda Vasquez incrédule. Je ne m'attends à rien, capitaine. J'énonce un fait. Stokes se frotta les tempes. Mademoiselle Porter, si vous rendiez vraiment compte au général, il aurait des dossiers, de la documentation, quelque chose pour vérifier vos affirmations. Il en a. Alors pourquoi ne se trouve-t-il pas dans les bases de données standards? Parce que ce n'est pas un service standard. L'argument circulaire fut interrompu par un coup frappé à la porte. Un DMP passa la tête. Commandant, il y a un agent NCIS ici. Elle dit qu'elle doit être impliquée dans cette affaire. Quelques instants plus tard, l'agent spécial, Dana Frost entra. À 36 ans, elle portait l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait enquêté sur tout, du petit larcin à la trahison. Son expression était professionnellement neutre alors qu'elle arpentait la pièce. Commandant Stokes, je suis l'agent spécial Frost, NCIS. Je crois comprendre que vous enquêtez sur une affaire de fraude au mérite. Allégation de fraude au mérite, corrigea Torres. Frost lui jeta un coup d'œil, puis à Rachel, puis à la pièce de défi maintenant posée sur le bureau de Stokes. Elle la ramassa, la retournant lentement. Son expression ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture se modifia. « Où avez-vous obtenu ceci ?» demanda-t-elle à Rachel. « Elle m'a été délivrée en mai 2011. »« Pour quelle opération ?»« Opération 041. » Les doigts de Frost se resserrèrent presque imperceptiblement autour de la pièce. « Commandant Stokes, j'ai besoin que tout le monde, à l'exception du personnel essentiel, sorte de cette pièce maintenant. » Morrison protesta. « C'est moi qui ai identifié la fraude. J'ai le droit de... » « Vous n'avez aucun droit dans une enquête NCIS, lieutenant, dit Frost sans détour. Dehors. Cela vous inclut, capitaine Vasquez. Agent Frost, c'est mon arrestation. C'était votre arrestation. Le NCIS a juridiction sur les crimes fédéraux impliquant du personnel militaire. Je prends le contrôle de cette enquête. Veuillez sortir. La mâchoire de Vasquez se contracta, mais elle hocha la tête et partit. Morrison suivit, à contre-cœur, lançant un regard venimeux à Rachel en passant. Seuls Stokes et Torres restèrent avec Frost et Rachel. Frost sortit son propre ordinateur portable, se connectant à ce qui semblait être un système beaucoup plus sophistiqué que celui auquel Stokes avait accès. Elle tapa rapidement les informations de Rachel, son expression concentrée. Le silence s'étira pendant 5 minutes, puis 10. Finalement, elle ferma l'ordinateur portable et regarda Stokes. « Commandant, que savez-vous du Naval Special Warfare Group 7 ?»« Il n'y a pas de groupe 7, dit Stokes automatiquement. Le NSW est organisé en groupe 1, 2, 3, 4, 8 et 10. Correct. Il n'y a pas de groupe 7 officiellement. Frost se tourna vers Rachel, mais il y avait une unité avec cette désignation, n'est-ce pas, Mademoiselle Porter? L'expression de Rachel resta neutre, mais Torres vit ses épaules se crisper presque imperceptiblement. Je ne peux ni confirmer ni infirmer l'existence d'unités classifiées, dit Rachel prudemment. Non, vous ne pouvez pas, convint Frost. Mais moi, oui, parce que j'ai l'habilitation. Elle regarda Stokes. Commandant, Mademoiselle Porter dit la vérité. Son dossier de service est classifié à des niveaux supérieurs à votre accès. La pièce de défi est authentique, et vous êtes sur le point d'aggraver considérablement la situation si vous maintenez cette arrestation. Stokes la fixa. Vous dites qu'elle était réellement? Je dis que vous devez la libérer immédiatement et contacter le major général avant que cela ne devienne un incident qui mettra fin à des carrières. À commencer par la vôtre. Le coup d'épaule de Morrison en passant près de Rachel en sortant avait été délibéré, un dernier acte de mépris de quelqu'un convaincu d'avoir exposé une fraude. La collision envoya Rachel trébucher contre le bord du bureau et la manche de son t-shirt s'accrocha à un coin de métal saillant.
Le tissu se déchira avec un bruit de déchirement doux et exposa son épaule. Le tatouage était impossible à manquer. Un trident Navy Seal rendu en ligne noire nette avec un détail exceptionnel, mais il n'était pas standard. Sous le trident se trouvaient les lettres GU7 et entourant ces lettres, 12 étoiles à 5 branches disposées en un cercle précis. 3 secondes de silence absolu. Puis le chivaron officer Alec Brennan, qui venait d'arriver et se tenait à l'extérieur de la salle d'interrogatoire, le vit par la porte ouverte. Oh mon Dieu! Les yeux de Torres s'écarquillèrent. Est-ce que c'est? Frost ferma son ordinateur portable d'un claquement. Tout le monde s'arrêta de bouger. Joey Martinez, le barman, avait suivi le groupe depuis le club et regardait par la fenêtre du couloir. Son visage devint pâle. « C'est une désignation d'unité fantôme » murmura-t-il. Le Master Chief Sullivan, arrivant après avoir passé des appels téléphoniques, poussa Martinez et vit le tatouage. Son corps entier devint rigide. Puis, lentement et délibérément, il se mit au garde-à-vous. « Madame, dit-il, la voix lourde d'émotion. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. » Rachel tira son t-shirt sur son épaule, mais le mal était fait. Tout le monde l'avait vu. La porte au bout du couloir claqua, des pas multiples, se déplaçant avec détermination. Et puis une voix nette avec autorité et vieillie par le commandement. « Où est-elle » Le major général Steven entra dans le poste des MP dans son uniforme de cérémonie, chaque ruban et médaille parfaitement placés, son visage buriné figé dans une expression de fureur à peine contenue. À 58 ans, il se déplaçait avec l'efficacité de quelqu'un de moitié son âge. Des décennies de service dans les opérations spéciales étaient évidentes à chaque pas. Derrière lui venait le commandant Bill Hodge, le commandant de la base, l'air profondément mal à l'aise. Et derrière Hodge venait le lieutenant-colonel Wu, qui avait passé l'appel téléphonique qui avait amené ici. Le couloir éclata en activité. Tous ceux qui pouvaient se tenir debout se mirent au garde-à-vous. Stokes sortit de sa chaise. Vasquez et Morrison, qui attendaient dans le bureau extérieur, se redressèrent en hâte. Même Rachel, menottée, commença à se lever. Les yeux d'eux balayèrent la scène, observant tout. Le t-shirt déchiré, le tatouage visible, les menottes, la pièce de défi sur le bureau de Stokes. Sa mâchoire se serra. Puis il regarda Rachel. La regarda vraiment, et son expression passa par une douzaine d'émotions en 2 secondes. Choc, reconnaissance, quelque chose qui aurait pu être de la douleur, du soulagement, et finalement une détermination sombre. « Opératrice Porter » dit-il doucement. La pièce éclata dans le chaos. Le visage de Morrison se vida de toutes couleurs. Cortez, qui avait suivi la foule, laissa tomber son téléphone. Rechancela en arrière contre un mur. Les mains de Vasquez tremblaient alors qu'elle cherchait maladroitement ses clés de menottes. Stokes s'assit simplement, toute la force quittant ses jambes. « Non, » murmura Morrison. « Non, ce n'est pas. Elle ne peut pas être. » Elle les ignora tous. Il marcha directement vers Rachel et, dans un mouvement qui serait analysé et rejoué d'innombrables fois dans les jours à venir, il se mit au garde-à-vous et la salua. « Madame, dit-il formellement, c'est un honneur. » Rachel, toujours menottée, ne put rendre le salut, mais elle rencontra son regard avec une expression qui, enfin, après 90 minutes de calme forcé, montrait de l'émotion, de la gratitude, du soulagement et quelque chose qui aurait pu être des larmes fermement contenues. « Général, dit-elle, sa voix légèrement étouffée. Permission de parler librement. Accordé. C'est bon de vous voir, monsieur. La contenance de se fissura légèrement. L'honneur est le mien, Rachel. Il l'a toujours été. Il se tourna vers Vasquez. Enlevez-lui ses menottes maintenant. Les mains de Vasquez tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine manipuler la clé. Lorsque les menottes s'enlevèrent finalement, Rachel se frotta les poignets par automatisme et inconscience. Elle se tourna pour s'adresser à la pièce, sa voix portant le poids de 3 décennies de commandement. Pour ceux qui sont présents avec une habilitation appropriée, je suis sur le point de fournir des informations qui ne quitteront pas cette pièce. Pour ceux qui n'ont pas d'habilitation, il regarda Morrison de manière significative. Considérez ceci comme un briefing officiel en vertu des protocoles de sécurité nationale. Toute divulgation sera poursuivie. Il ramassa la pièce de défi sur le bureau de Stokes, la tenant pour que tout le monde puisse la voir. Cette pièce a été délivrée à 12 individus qui ont participé aux opérations de guerre spéciale, navales et plus classifiées, menées entre 2009 et 2013. Ces individus ont opéré sous une désignation d'unité qui n'existe officiellement pas et n'a jamais existé. Ils ont mené des missions dans des territoires interdits où la présence militaire américaine ne pouvait être reconnue. Et ils l'ont fait avec un taux de réussite et un ratio de victimes qui reste inégalé. La voix de s'adoucit légèrement. La petite officer de première classe Rachel Porter a servi dans cette unité de 2009 à 2013. Elle était un brichier d'explosifs et un infirmier de combat.
Elle a participé à 17 opérations classifiées sur 4 théâtres. Il fit une pause, regardant Rachel. Y compris l'opération Neptune Spear. 2 mai 2011. Quelqu'un dans le couloir halta. Le raid sur Ben Laden. Morrison, la voix brisée, à peine audible. Mais il n'y avait pas de femme dans cette mission. Les yeux de étaient d'acier. Officiellement, lieutenant, il n'y avait pas de femme. La présence de l'opératrice Porter reste classifiée en vertu d'un décret, tout comme la présence de son unité. Il reposa la pièce avec soin. Ces pièces ont été délivrées aux 12 opérateurs de l'unité Fantôme, ceux qui ont survécu aux opérations de 2009 à 2013. 4 opérateurs n'ont pas survécu. Les 8 qui l'ont fait portent ces pièces comme la seule reconnaissance de service que la plupart d'entre eux recevront jamais. Il se tourna vers Rachel. L'opératrice Porter a gagné la sienne comme tous les autres, par des actions que la plupart du monde ne connaîtra jamais, dans des endroits dont on n'entendra jamais parler, protégeant des gens qui ne sauront jamais qu'ils étaient en danger. Brennan, l'officier de liaison du SEAL Team 6, s'avança. Ses yeux étaient humides. « Madame, nous avons entendu dire que vous aviez été réformée médicalement. Blessure de Kandahar. » Rachel hocha lentement la tête. Embuscade à l'IED lors de l'exfiltration, août 2012. Des éclats d'obus ont affaissé mon poumon gauche, sectionné mon artère radiale, fracturé mon omoplate en 3 endroits. Et continua l'histoire. L'opératrice Porter a prodigué des soins à 3 coéquipiers sous le feu malgré ses blessures. Elle a gardé 2 hommes en vie jusqu'à l'arrivée de l'évacuation médicale. Elle a sauvé le petit officier Marcus Webb ce jour-là. Sa voix se fit plus rauque. Webb a survécu à ses blessures physiques, ses blessures psychologiques. Elles l'ont emporté le mois dernier. Le service commémoratif. C'est pourquoi Rachel avait été là. Webb était sa coéquipière, dit l'un des hommes qu'elle a sauvés. Et elle a assisté à son service tranquillement, en privé, parce que c'est ce que font les opérateurs comme elle. Ils ne cherchent pas la reconnaissance. Ils ne racontent pas d'histoire. Ils n'annoncent certainement pas leur service à des étrangers dans des bars. Il se tourna pour faire face directement à Morrison. Le jeune officier avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Lieutenant Morrison, dit, sa voix dangereusement calme. Vous venez d'accuser publiquement, d'arrêter et d'agresser un vétéran de combat décoré avec une habilitation de sécurité supérieure à celle de quiconque dans ce bâtiment, sauf moi. Vous l'avez humilié devant des dizaines de témoins. Vous avez diffusé en direct des accusations de fraude contre une femme qui a fait plus pour ce pays en 4 ans que la plupart n'en feront en une carrière entière. Et vous avez fait tout cela en vous basant sur des hypothèses, des préjugés et la certitude arrogante que vous saviez mieux qu'elle qui appartient à la communauté des opérations spéciales. Morrison ne pouvait pas parler. Il tremblait, son visage livide. La voix de M monta légèrement. Vous avez 5 secondes pour vous excuser auprès de l'opératrice Porter avant que je ne convoque un conseil de cour martiale et que je ne mette fin à votre carrière de la manière la plus publique et humiliante possible. Je suis désolé, s'étouffa Morrison. Madame, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Non, dit Rachel calmement. Vous ne saviez pas et vous n'avez pas essayé de le découvrir. Vous avez fait des hypothèses basées sur ce que vous pensiez savoir sur qui pouvait être un opérateur. Et ces hypothèses étaient fausses. Et recula, donnant de l'espace à Rachel. Elle fit face à Morrison, Cortez et Ross, les 3 hommes qui avaient orchestré son arrestation, avec une expression qui était à la fois compréhensive et implacable. Je n'ai pas besoin de vos excuses, continua-t-elle. Mais la prochaine femme que vous rencontrerez qui revendique un service militaire, elle pourra en avoir besoin. Vous devez à chaque opératrice, à chaque femme vétéran, à chaque femme qui a gagné sa place par le sacrifice et le service, de lui accorder le respect que vous accorderiez à n'importe quel frère d'armes. Pas parce que ce sont des femmes, parce que ce sont des guerrières. Le silence qui suivit fut profond. Finalement, elle parla de nouveau. Capitaine Vasquez, vous êtes relevé du commandement MP en attendant une révision. Lieutenant Morrison, lieutenant Cortez, petit officier Ross, vous êtes tous suspendus du service actif, avec effet immédiat. Commandant Stokes, vous ferez face à un examen administratif pour défaut de vérification des revendications avant de poursuivre des accusations fédérales. Il regarda le commandant de la base. Commandant Hodge, nous devons discuter de nouveaux protocoles pour garantir que cela ne se reproduise plus. Un par un, ils reconnurent leur destin. Vasquez retira ses insignes de grade et les posa sur le bureau le plus proche. Morrison ne pouvait pas lever les yeux du sol. Stokes hocha la tête, engourdi, et se tourna vers Rachel une dernière fois. Opératrice Porter, au nom du commandement de la guerre spéciale navale. Je m'excuse pour ce traitement. Cela n'aurait jamais dû vous arriver. Ce n'était pas votre faute, monsieur. C'était ma communauté, ma responsabilité. Il fit une pause. J'aimerais vous offrir un poste. Comité consultatif d'entraînement SEAL, mentorat des candidates féminines. Vous choisissez la capacité officielle ou officieuse.
Rachel regarda au-delà de lui, par la fenêtre, vers le ciel nocturne qui commençait à montrer des lueurs de l'aube. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, général. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Alors que la pièce commençait à se vider, les gens traitant ce qu'ils avaient vu, Sullivan s'approcha de Rachel. Madame, puis-je demander, les autres de l'unité Fantôme 7, sont-ils? 4 n'ont pas réussi à rentrer à la maison, dit Rachel calmement. 3 ont pris leur retraite comme moi. 2 sont toujours actifs, dans des unités différentes. Le service commémoratif de ce soir. Webb était votre coéquipier. Il était le meilleur d'entre nous. Il a survécu à Kandahar parce que j'ai fait mon travail. Mais le TSPT ne laisse pas de cicatrices que l'on peut voir. Le mois dernier, cela l'a finalement emporté. Il a tenu 12 ans. Elle laissa sa phrase en suspens. Madame Eleanor Grant, qui attendait dans le couloir, s'avança. Son visage buriné était mouillé de larmes. Mon fils a servi sous votre protection en 2011. Je n'ai jamais connu votre nom jusqu'à ce soir, mais je savais que quelqu'un l'avait gardé en vie quand tout avait mal tourné. Merci. Merci de l'avoir ramené à la maison. Rachel étreignit doucement la femme âgée. C'était un bon opérateur. Je suis désolé pour votre perte, et je suis désolé pour la vôtre. Pour toutes vos pertes. Madame Grant recula, cherchant le visage de Rachel. Vous portez tellement de poids. S'il vous plaît, laissez les gens vous aider à le supporter. Torres, toujours debout à proximité, parla doucement. Madame, vous avez sauvé des vies que la plupart des gens ne connaîtront jamais. C'est le service le plus difficile. Celui qui n'obtient aucune reconnaissance, aucune mention, aucun remerciement. C'est le seul qui vaille la peine d'être fait, dit simplement Rachel. Les mots planèrent dans l'air. Une déclaration finale sur le service, le sacrifice et les guerriers silencieux qui opèrent dans l'ombre pour que les autres puissent vivre dans la lumière. Et vérifia sa montre. Il est 0400 heures. Rachel, vous venez avec moi. Nous allons vous faire examiner médicalement correctement, puis vous emmener quelque part où vous pourrez vous reposer. Tout le monde, cet incident est classifié. Rien de ce qui s'est passé ce soir ne doit être discuté en dehors des canaux appropriés. Suis-je clair? Un chœur de « Oui, monsieur » résonna dans la pièce. Alors que conduisait Rachel vers la sortie, Morrison retrouva sa voix une dernière fois. « Madame, je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais pourquoi ne nous avez-vous rien dit? Pourquoi nous avez-vous laissé vous arrêter alors que vous auriez pu l'arrêter à tout moment ?» Rachel fit une pause, le regardant. « Aurais-je pu? À quel prix? Enfreindre la loi fédérale pour sauver mon ego? Révéler des informations classifiées pour gagner une dispute? » Elle secoua la tête. « J'ai prêté serment, lieutenant. Ce serment ne prévoyait pas d'exception pour la commodité personnelle ou l'embarras public. Certaines choses sont plus importantes que d'avoir raison. Le service en fait partie. » Et sur ces mots, elle sortit dans le petit matin, libre pour la première fois depuis des heures, se dirigeant vers ce qui allait suivre. Derrière elle, le club des officiers commençait le lent processus de compréhension de ce qui venait de se passer. Des vidéos seraient supprimées, des déclarations seraient révisées, des carrières seraient examinées, dans certains cas, prendraient fin. Mais une chose était certaine. Personne présent cette nuit-là n'oublierait la femme tranquille qui avait enduré leurs accusations avec grâce, qui portait des secrets plus lourds que la plupart n'en connaîtraient jamais, et qui avait prouvé que les guerriers les plus forts sont souvent ceux que personne n'attend. La route vers le centre médical naval de San Diego prit 20 minutes à travers les rues d'avant l'aube, vide à l'exception des camions de livraison et des joggeuses acharnées. Elle conduisait son propre véhicule, un SUV noir anonyme qui criait « gouvernement », bien que sans marquage officiel. Rachel était assise sur le siège passager, regardant les lumières de la ville s'estomper, son esprit traitant toujours les 2 dernières heures. « Vous savez », dit après plusieurs minutes de silence. « Quand Wu m'a appelé, j'étais à un dîner de retraite pour l'amiral Patterson. J'ai dû partir avant le dessert. La femme de Patterson n'était pas contente. » Rachel le regarda. « Désolé d'avoir gâché votre soirée, monsieur. » Ne le soyez pas. Les discours de retraite de Patterson sont légendaires pour toutes les mauvaises raisons. Vous m'avez donné une excellente excuse. Il négocia un virage avec une aisance habituelle. Ce que je veux savoir, c'est comment vous vous êtes retrouvé dans ce club en premier lieu. Vous êtes un fantôme depuis 12 ans. Pourquoi refaire surface maintenant? Le service commémoratif de Webb, dit Rachel calmement. Sa sœur m'a contacté, demandant si l'un de ses anciens coéquipiers pouvait y assister. La plupart des membres de l'unité sont toujours actifs ou injoignables. J'étais la seule disponible. Vous auriez pu refuser. J'aurais pu, mais Webb m'a sauvé la vie dans la province de Helmand en 2010. Je lui devais plus que le silence. Elle appuya sa tête contre la vitre. Je n'avais pas l'intention de rester pour la réception, mais sa mère m'a demandé de le faire. Elle a dit que Marcus avait parlé d'une infirmière qu'il avait recousue pendant une fusillade. Elle voulait me rencontrer. Alors vous êtes resté.
Et le groupe de Morrison était là. Ils étaient déjà ivres quand je suis arrivé. Je me suis tenu à l'écart, j'ai essayé d'être invisible. Ça n'a pas marché. La mâchoire ne se crispa. Morrison est sur mon radar depuis 6 mois. Excellent opérateur. Compétences de premier ordre, mais il a des problèmes d'attitude concernant le programme d'intégration des femmes. Je l'observais, attendant qu'il évolue ou qu'il s'autodétruise. Ce soir, il a fait son choix. Il est jeune, dit Rachel. Il apprendra. Il est assez vieux pour savoir mieux et assez jeune pour que cela définisse sa carrière à l'avenir. Elle se gara sur le parking du centre médical, trouvant une place près de l'entrée des urgences. Mais ce n'est plus votre problème. Pour l'instant, nous nous assurons que vous êtes physiquement en ordre. Ensuite, nous nous occuperons des retombées. L'examen médical fut minutieux, au soulagement de Rachel, bref. Le médecin traitant, un lieutenant-commandant de la marine qui avait clairement été briefé sur la situation, vérifia ses poignets pour les blessures dues aux menottes, examina les vieilles cicatrices pour toute aggravation due au stress de la soirée et prit ses signes vitaux de base. Tout revint à la normale, bien que sa tension artérielle soit élevée. Réponse au stress, nota le médecin. Compréhensible compte tenu des circonstances. Je recommande 48 heures de repos. Service léger uniquement, aucune activité intense. Je travaille comme EMT, dit Rachel. J'ai un quart de travail prévu demain soir. Appelez pour annuler. Ordre du médecin. Il signa les papiers et les tendit à elle. Général, elle est libre de partir, mais sérieusement, du repos. Le corps garde le score, et les événements de ce soir la rattraperont si elle ne se donne pas le temps de décompresser. Elle le remercia et ramena Rachel au SUV. Je vous emmène dans une planque. Endroit calme, sécurisé, pas d'interruption. Vous y resterez jusqu'à ce que nous réglions le désordre administratif. J'ai un appartement, dont Morrison a l'adresse avec 50 autres personnes qui ont regardé son flux en direct. Le NCIS surveille déjà les médias sociaux. Votre visage est là, Rachel. L'accusation de fraude au mérite est devenue virale avant que nous ne puissions l'arrêter. Maintenant, nous faisons du contrôle des dégâts, mais jusqu'à ce que nous puissions garantir votre sécurité, vous allez dans un endroit sécurisé. Rachel ferma les yeux. Bien sûr, la vidéo. Elle savait que Cortez diffusait, mais dans le chaos, elle n'avait pas pensé aux implications. Des milliers de personnes avaient regardé son arrestation, entendu les accusations, formé des opinions, et maintenant elle devrait expliquer d'une manière ou d'une autre pourquoi la femme arrêtée pour fraude au mérite était en réalité une opératrice légitime sans révéler d'informations classifiées. Comment allez-vous gérer les médias? Demanda-t-elle. Prudemment. Très prudemment. Et démarra le moteur. Les affaires publiques rédigent déjà une déclaration. Elle confirmera que vous êtes une ancienne militaire de la marine, que les accusations ont été abandonnées en raison de la vérification du service légitime et que l'affaire est considérée comme close. Nous ne mentionnerons pas l'unité Phantom 7, l'opération Neptune Spear ou toute spécificité. Juste assez pour laver votre nom sans compromettre la sécurité opérationnelle. La vidéo de Morrison montre mon visage. Les gens vont creuser. Laissez-les creuser. Ils ne trouveront rien. Votre dossier de service est scellé plus hermétiquement que Fort Knox. Nous avons déjà effacé votre nom de toutes les bases de données accessibles. En ce qui concerne le public, vous êtes une ancienne militaire de la marine qui s'est retrouvée dans un malentendu. Fin de l'histoire. Rachel n'était pas convaincue que ce serait aussi simple, mais elle était trop épuisée pour argumenter. L'adrénaline qui l'avait soutenue pendant l'interrogatoire s'estompait, laissant derrière elle une fatigue profonde et les débuts d'un mal de tête. La planque s'avéra être un modeste chalet de 2 chambres à la Jola, niché dans un quartier calme avec vue sur l'océan. Elle entra le premier, dégageant les pièces avec une efficacité habituelle avant de faire signe à Rachel d'entrer. Cuisine entièrement équipée, communication sécurisée dans le salon, bouton de panique près du lit. Le NCIS assurera une surveillance rotative sur le périmètre, mais ils seront invisibles. Vous ne les verrez pas à moins que quelque chose ne tourne mal. Rachel inspecta l'espace. Propre, confortable, anonyme. Combien de temps dois-je rester ici? 72 heures minimum. D'ici là, le cycle médiatique sera passé à autre chose et nous aurons une meilleure idée des menaces. Elle posa ses clés sur le comptoir. Dormez un peu. Je reviendrai cet après-midi pour vous informer des procédures administratives. Que arrive-t-il à Morrison et aux autres? Morrison, Cortez et Ross sont suspendus en attendant une enquête formelle. Ils feront face à des conseils de discipline dans les 2 prochaines semaines. Vasquez a déjà présenté sa démission. Elle sait que sa carrière est terminée. Stokes est examiné par le comité d'éthique du JAG. Le commandant Hodge met en œuvre de nouveaux protocoles pour prévenir des incidents similaires. Elle rencontra son regard. Ils feront face aux conséquences, Rachel. De vraies conséquences. Je ne veux pas ruiner leur carrière. Vous n'avez rien ruiné. Ils ont fait des choix. Maintenant, ils gèrent les résultats.
Il se dirigea vers la porte, puis fit une pause. Pour ce que ça vaut, vous avez géré la nuit dernière avec plus de grâce que je ne l'aurais fait. La plupart des gens auraient craqué, auraient révélé des informations classifiées juste pour prouver que les accusateurs avaient tort. Vous ne l'avez pas fait. C'est pourquoi vous étiez l'unité Fantôme 7. C'est pourquoi vous êtes toujours l'une des meilleures opératrices que j'ai jamais connues. Après son départ, Rachel resta debout dans le chalet silencieux pendant plusieurs minutes, traitant l'information. Puis elle se dirigea vers la chambre, s'allongea tout habillée sur les couvertures et fixa le plafond. Le sommeil ne vint pas facilement. Son esprit rejouait la soirée par fragments, le visage de Morrison quand elle confirma son identité, les mains tremblantes de Vasquez en retirant les menottes, l'étreinte de Madame Grant, le programme commémoratif de Webb avec sa photo montrant ce sourire de travers dont elle se souvenait de Kandahar. Webb, mon Dieu, il lui manquait. Ils lui manquaient tous. Les 4 qui n'étaient pas rentrés. Le petit officier Lisa Chen, explosé par un IED à Fallujah, le chef petit officier David Rodriguez, tué par un tireur d'élite de Yémen, le lieutenant Marcus Hall, noyé lors d'une insertion aquatique qui a mal tourné au large des côtes somaliennes, et le petit officier de 3e classe James Mitchell, qui avait pris une balle destinée à Rachel au Pakistan. Les 3 qui avaient pris leur retraite. Le senior chief Paul Anderson, vivant tranquillement dans le Montana avec sa femme et ses enfants, le commandant Sarah Blake, enseignant à l'Académie navale sous un autre nom, et le master chief Thomas Chen, le mari de Lisa, qui avait quitté les équipes après sa mort et avait disparu dans la vie civile. Les 2 toujours actifs. Elle ne connaissait pas leurs affectations actuelles et ne pouvait pas les contacter. L'unité Fantôme avait été dissoute en 2013 après l'embuscade de Kandahar. Les survivants s'étaient dispersés, leurs dossiers de service scellés, leurs identités protégées. Ils avaient accepté de garder le silence à moins d'être rappelés par une autorité appropriée. Pendant 12 ans, Rachel avait tenu cette promesse. Elle avait construit une nouvelle vie en tant que MT, aidant les gens d'une manière qui ne nécessitait pas d'habilitation de sécurité ou de briefing classifié. Elle avait suivi une thérapie pour le TSPT, appris à gérer les cauchemars et les flashbacks, trouvé une paix fragile dans la routine et le service. Et maintenant, à cause d'un service commémoratif et d'un groupe de 6 livres, cette paix était brisée. Son téléphone vibra. Un SMS du docteur Patricia Chen, sa thérapeute. « Je viens d'entendre. Ça va? Appelle quand tu peux. » Rachel fixa le message. Le docteur Chen connaissait son histoire. La confidentialité des patients avait protégé les secrets de Rachel, même lorsque la fille de la psychiatre, Maya, luttait dans l'entraînement SEAL et faisait face à la même discrimination que Rachel avait endurée des années auparavant. Cela avait dû tuer le docteur Chen de regarder l'arrestation de Rachel, connaissant la vérité, mais incapable de parler. Elle tapa une réponse. « Je vais bien. Endroit sûr. J'appellerai demain. » Un autre signal sonore. Celui-ci de Maya Chen. « Sainte merde, Rachel. Vous êtes une légende. Morrison est un idiot. Maman dit que vous allez bien, mais je voulais vérifier. Aussi, merci pour ce que vous avez dit sur le fait de traiter les opératrices avec respect. J'avais besoin d'entendre que quelqu'un qui a traversé ça pense que je peux y arriver. » La gorge de Rachel se serra. Elle répondit, « Vous pouvez y arriver. Vous y arriverez. Ne laissez personne vous dire le contraire. » Et Maya, être un opérateur, ce n'est pas être le plus fort ou le plus rapide. C'est être la personne en qui vos coéquipiers peuvent avoir confiance quand tout tourne mal. Concentrez-vous là-dessus. La réponse vint rapidement. « Oui, madame. Reposez-vous bien. Vous l'avez mérité. » Rachel posa le téléphone et ferma finalement les yeux. Cette fois, le sommeil vint, profond et sans rêve. Le sommeil de quelqu'un qui avait porté un lourd fardeau trop longtemps et l'avait finalement déposé, même si ce n'était que temporairement. Elle se réveilla au soleil de l'après-midi traversant les fenêtres et à l'odeur du café frais. Assise, elle trouva dans la cuisine 2 tasses sur le comptoir, un dossier de documents à côté d'elle. « Vous avez meilleure mine, » dit-il, faisant glisser une tasse vers elle. Presque humaine. Rachel accepta le café avec gratitude. « Quelle heure est-il ?»« 14 heures. Vous avez dormi 11 heures d'affilée. Le médecin a dit que vous aviez besoin de repos. Apparemment, vous avez écouté. » Il ouvrit le dossier. « Nous devons parler des prochaines étapes. » Pendant l'heure qui suivit, exposa la situation. La vidéo de Morrison était effectivement devenue virale, accumulant plus de 3 millions de vues avant que le NCIS ne force son retrait. Mais le mal était fait. Des captures d'écran circulaient. Des fils Reddit disséquaient chaque image. Des blogs militaires débattaient si l'arrestation était légitime ou une dissimulation. La bonne nouvelle, c'est que les affaires publiques ont publié notre déclaration il y a 6 heures. La plupart des médias grand public le rapportent comme un cas d'erreur d'identité. Des cils trop zélés ont accusé un vétéran légitime. Les accusations ont été abandonnées. Tout le monde s'est excusé. L'histoire perd déjà de son élan. Et la mauvaise nouvelle,
La mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes maintenant une célébrité mineure dans certains coins d'Internet. Les forums de vétérans essaient de vous identifier. Les détectives des médias sociaux creusent dans vos antécédents. Jusqu'à présent, ils se heurtent à des murs, votre statut classifié tient bon. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un avec les bonnes connexions ne commence à poser les bonnes questions. Rachel sirota son café. Que recommandez-vous? Je vous recommande d'accepter mon offre. Rejoindre le comité consultatif d'entraînement SEAL en tant que consultante civile. Nous allons créer une nouvelle identité de couverture entièrement légitime, qui explique votre expertise sans révéler l'unité fantôme 7. Vous encadrerez les candidates féminines, examinerez les protocoles d'entraînement, fournirez des informations sur les défis d'intégration. C'est un travail important. Rachel, un travail qui compte. Et cela me maintient à l'intérieur du système où vous pouvez me protéger. Ça aussi, admets. Mais je ne vous demande pas de faire cela uniquement pour des raisons de protection. Je vous le demande parce que vous êtes exceptionnellement qualifié. Vous comprenez ce à quoi ces femmes sont confrontées parce que vous l'avez vous-même affronté. Vous comprenez le coût psychologique d'opérer dans un environnement dominé par les hommes tout en portant un statut classifié qui vous empêche de vous défendre. Vous comprenez le sacrifice d'une manière que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Rachel reposa sa tasse. Général, j'ai laissé cette vie derrière moi pour une raison. Les cauchemars, l'hypervigilance, le poids constant des secrets. J'ai passé 12 ans à apprendre à être normal, à avoir des relations qui ne sont pas construites sur des mensonges, à dormir toute la nuit sans me réveiller en mode combat. Si je reviens dans la communauté, même en tant que consultant civil, je risque de perdre tout ce progrès. Je sais ce que je demande, dites doucement, et je ne vous ferai pas pression. Mais considérez ceci. Maya Chen est en difficulté. Elle est l'une des 3 femmes actuellement en formation BUD-S, les 2 autres envisagent d'abandonner à cause de la discrimination. Elles ont besoin de quelqu'un qui y est passé, qui comprend, qui peut leur dire que c'est possible. Pas à cause d'un principe abstrait, mais parce qu'elles regardent une preuve vivante. M'utiliser comme source d'inspiration est dangereux. Que se passera-t-il lorsqu'elles découvriront que je ne peux pas leur parler de la majeure partie de mon service? Quand elles réaliseront que je suis un fantôme? Et se pencha en arrière sur sa chaise. Alors, nous leur dirons une version de la vérité, que vous avez servi dans une capacité classifiée dont vous ne pouvez toujours pas discuter, que vous avez gagné votre place par des actions qui restent scellées, que votre dossier de service ne sera jamais public, mais votre engagement envers l'excellence et votre dévouement à la mission parlent d'eux-mêmes. Maya n'a pas besoin de connaître Neptune Spire ou l'unité Fantôme 7. Elle a besoin de savoir que quelqu'un qui lui ressemble, qui a fait face aux mêmes obstacles, s'en est sorti et est toujours debout de l'autre côté. Rachel fixa son café, regardant la surface sombre ondulée à chaque respiration qu'elle prenait. J'y réfléchirai. C'est tout ce que je demande. Elle se leva. Il y a une dernière chose. Nous avons reçu une demande de 60 minutes. Ils veulent faire un reportage sur les femmes dans les opérations spéciales et ils veulent spécifiquement vous interviewer. Absolument pas. Je leur ai dit que vous diriez ça, mais leur producteur a avancé un argument convaincant. Si nous contrôlons le récit maintenant, racontons votre histoire selon nos conditions. Nous empêchons les autres de spéculer et potentiellement de tomber sur des informations classifiées. Un entretien aseptisé, des questions préapprouvées, rien qui ne compromette la sécurité, juste assez pour satisfaire la curiosité publique et faire taire les théories du complot. Et me transformer en figure publique, ce qui est la dernière chose que je veux. C'est un risque, concédez, mais restez silencieuse et laissez les autres définir qui vous êtes en étant aussi. Dans les 2 cas, vous êtes déjà sous les feux de la rampe. La question est de savoir si vous voulez un quelconque contrôle sur ce que cette lumière révèle. Rachel secoua la tête. J'ai besoin de plus de temps pour décider. Vous avez 48 heures. Après cela, les médias passeront à l'histoire suivante et l'opportunité se fermera. Il ramassa son dossier. Je serai de retour demain matin. En attendant, le NCIS maintiendra la sécurité du périmètre. Vous êtes en sécurité ici. Essayez de vous détendre. Après le départ de Hay, Rachel se servit un autre café et se promena dans le salon. La planque avait été meublée avec un anonymat soigné. Couleur neutre, œuvre d'art générique, meuble qui pourrait appartenir à n'importe qui. Mais quelqu'un avait laissé quelques livres sur les étagères et Rachel se sentit attirée par eux. L'un d'eux attira son attention. The Things Day, carrier de Tim O'Brien. Elle le sortit, s'installa sur le canapé et commença à lire. Les histoires de soldats du Vietnam portant un poids physique et émotionnel résonnaient d'une manière qui lui faisait mal à la poitrine. O'Brien comprenait. Il avait été là. Il savait ce que cela signifiait de porter des choses qu'on ne pouvait pas poser. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un numéro inconnu. Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose la poussa à décrocher. Rachel Porter. Mon nom est Catherine Rodriguez. Je suis la sœur de David Rodriguez.
J'ai eu votre numéro par le général. J'espère que cela ne vous dérange pas. Je voulais juste vous remercier. Le souffle de Rachel se coupa. David Rodriguez. Unité Fantôme 7. Tué au Yémen en 2012. Madame, je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. Le général m'a raconté ce qui s'est passé hier soir. À propos de Morrison et de l'arrestation, à propos de vous qui avez été révélé comme faisant partie de l'unité Fantôme 7. Ma famille a toujours su que David faisait partie de quelque chose de classifié. Nous n'avons jamais connu les détails, nous n'avons jamais demandé. Mais après hier soir, elle m'a appelé personnellement. Il a dit que je pouvais savoir que mon frère avait servi avec vous, que vous étiez coéquipier, que vous étiez là quand c'est arrivé. Rachel ferma les yeux. Madame, s'il vous plaît, appelez-moi Catherine, et s'il vous plaît, laissez-moi dire ceci. Pendant 15 ans, ma famille a pleuré David sans comprendre pourquoi il était mort. Nous savions que c'était important, que cela comptait, mais nous n'avions aucun détail, aucun contexte, rien à quoi nous accrocher, sauf le drapeau qu'ils nous ont donné et les mots vides sur son sacrifice. Hier soir, le général m'a dit que David vous avait sauvé la vie à Fallujah, qu'il s'était interposé entre vous et un IED, que ces derniers mots avaient été « faites-la sortir ». Des larmes coulaient sur le visage de Rachel. Elle se souvenait. Mon Dieu, elle se souvenait de l'explosion. Le corps de David la protégeant du pire du souffle. Son sang s'imprégnant du sable, la rue est désespérée pour évacuer sous le feu. C'était un héros, réussit à dire Rachel. Le meilleur d'entre nous. Et maintenant, je sais qu'il est mort en protégeant quelqu'un qui valait la peine d'être protégé. Quelqu'un qui a continué à sauver les autres, à servir avec honneur, à porter sa mémoire. Cela signifie tout pour ma famille. Tout. La voix de Catherine se brisa. Alors merci, Rachel. Merci d'avoir survécu. Merci d'honorer son sacrifice en continuant à servir. Merci d'avoir été digne d'être sauvée. Elle parlait encore 20 minutes. Catherine partagea des histoires sur David enfant, ses rêves de service militaire, son dévouement envers ses coéquipiers. Rachel partagea ce qu'elle pouvait. Des versions aseptisées de leur temps passé ensemble, les blagues que David racontait avant les missions, sa voix de chant horrible, la façon dont il portait toujours des fournitures médicales supplémentaires parce qu'il s'inquiétait pour son équipe. Quand elles raccrochèrent finalement, Rachel s'assit dans le chalet silencieux et pleura pour la première fois depuis Kandahar. Pleura pour David, pour Webb, pour Lisa, Marcus et James, et tous les autres qui n'étaient pas entrés à la maison. Pleura pour les 12 années où elle avait porté leurs souvenirs seule, incapable de les partager, incapable de faire son deuil correctement parce que le deuil exigeait une reconnaissance, et la reconnaissance exigeait de révéler des secrets qu'elle avait juré de garder. Le lendemain matin, elle revint avec des nouvelles. Nous avons eu des développements. Le conseil de discipline de Morrison s'est réuni hier. Il est renvoyé de la marine avec une libération autre qu'honorable. Cortez reçoit une lettre de réprimande et une réaffectation. Ross est suspendu pendant 6 mois avec une formation obligatoire sur la sensibilité. La démission de Vasquez a été acceptée. Stokes est transféré à un travail de bureau à Norfolk. Rachel absorba cela. C'est sévère pour Morrison. Sa carrière est finie. Il a agressé un officier supérieur, accusé faussement un vétéran de crimes fédéraux et créé un cauchemar de relations publiques. Le Conseil a tenu compte de ces facteurs aggravants. De plus, son dossier de service montrait un schéma de plainte de discrimination qui n'avait jamais été officiellement traité. La nuit dernière a été la culmination, pas un incident isolé. Qu'en est-il des autres qui étaient là? La plupart des témoins font face à une punition non judiciaire, lettre de conseil, service supplémentaire, ce genre de choses. Le Master Chief Sullivan et le sergent Torres sont félicités pour leur tentative de désescalade. Le commandant Hodge met en œuvre de nouveaux protocoles de formation sur les accusations de fraude au mérite, vérification avant l'arrestation, respect de tous les militaires, indépendamment de l'apparence ou du sexe. Est sorti un autre dossier. Maintenant, à propos de l'entretien de 60 minutes. Ils ont accepté nos conditions. Question préapprouvée. Rien de classifié. Vous avez un droit de regard final sur les images avant leur diffusion. L'entretien sera mené la semaine prochaine, diffusé dans 2 semaines. C'est une chance de contrôler votre histoire. Rachel avait passé la nuit à réfléchir à cette décision exacte. La visibilité contre l'anonymat, les femmes qui avaient besoin de la preuve que c'était possible, la responsabilité qui venait avec le fait d'être un symbole. Je ferai l'entretien, dit-elle, à une condition. Je veux que Maya Chen et les autres candidates BUD soient là, hors caméra. Je veux qu'elles entendent directement de moi ce qu'il faut, ce que cela coûte et ce que cela vaut. Et souris. Entendu. Je vais m'en occuper. L'entretien eut lieu dans une salle de conférence sécurisée de la base navale de Coronado, exactement une semaine après l'arrestation de Rachel. La productrice de 60 minutes, une femme vive nommée Jennifer Walsh, avait fait ses devoirs.
Elle savait exactement quelles questions poser pour obtenir des réponses convaincantes sans compromettre les informations classifiées. Mademoiselle Porter, vendredi soir dernier, vous avez été arrêtée pour fraude au mérite. Pourtant, dans les 2 heures, ces accusations ont été abandonnées et vous avez été révélée comme étant une vétéran légitime. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Rachel, vêtue de simples vêtements civils mais avec sa posture trahissant des années de discipline militaire, choisit ses mots avec soin. J'ai assisté à un service commémoratif pour un militaire tombé au combat. Certaines personnes sur le lieu ont fait des hypothèses sur mes antécédents en se basant sur mon apparence. Ces hypothèses ont conduit à des accusations d'usurpation de fonction d'officier militaire. Une fois que les autorités compétentes ont vérifié mon dossier de service, le malentendu a été résolu. Mais ce n'était pas seulement un malentendu, n'est-ce pas? Vous avez été menotté, interrogé, menacé d'accusations fédérales. Comment cela s'est-il senti? Frustrant, mais je comprenais leur perspective. La fraude au mérite est un réel problème qui déshonore les vétérans légitimes. Ces individus pensaient qu'ils protégeaient l'intégrité du service militaire. Ils se sont trompés sur moi, mais leur motivation n'était pas entièrement injustifiée. Vous êtes très diplomate à propos de personnes qui vous ont humilié publiquement. La colère ne sert personne. Ce qui sert, c'est d'apprendre de l'incident et de s'assurer que cela ne se reproduise plus. La marine a déjà mis en œuvre de nouveaux protocoles. C'est un progrès. Walsh se pencha en avant. Le général a confirmé que vous avez servi dans une capacité classifiée de 2009 à 2013. Pouvez-vous nous dire quoi que ce soit sur ce service? Je peux vous dire que j'ai servi avec honneur, que je suis fier de mes coéquipiers et du travail que nous avons accompli, que certains de ces coéquipiers ne sont pas rentrés chez eux et que leur famille mérite d'être reconnue, même si les opérations restent classifiées. Au-delà de cela, les détails de mon service restent protégés par un décret et les protocoles de sécurité nationale. Avez-vous été impliqué dans des opérations que le public pourrait reconnaître? Je ne peux ni confirmer ni infirmer une implication dans des opérations spécifiques. Wilde changea de tactique. Que voulez-vous que les gens comprennent à propos des femmes dans les opérations spéciales? Rachel fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Je veux que les gens comprennent que le sexe ne détermine pas la capacité. Que les femmes qui suivent actuellement l'entraînement SEAL ne demandent pas de traitement spécial ou de normes abaissées. Elles demandent la même opportunité de faire leurs preuves que leurs homologues masculins. Elles demandent à être jugées sur la performance, pas sur les préjugés. Et elles demandent que lorsqu'elles réussissent, parce que certaines d'entre elles réussiront, elles soient reconnues comme des opératrices d'abord et des femmes ensuite. Que diriez-vous aux jeunes femmes envisageant des carrières dans les opérations spéciales? Je dirais que c'est plus difficile que vous ne l'imaginez. Les exigences physiques sont brutales. Le stress psychologique est accablant. Vous ferez face à la discrimination, aux doutes et à des obstacles que vos pairs masculins ne rencontreront pas. Vous travaillerez 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance. Et même lorsque vous réussirez, certaines personnes ne l'accepteront jamais. Rachel fit une pause. Mais je dirais aussi que cela en vaut la peine. Parce que les femmes qui réussissent ne gagnent pas seulement une place pour elles-mêmes. Elles ouvrent des portes pour toutes celles qui viennent après. Elles prouvent que l'excellence n'a pas de sexe. Et elles deviennent partie d'une fraternité qui, malgré le nom, est finalement une question de sacrifice partagé, de confiance mutuelle et de dévouement à quelque chose de plus grand que soi. L'entretien se poursuivit pendant 90 minutes. Walsh posa des questions sur le TSPT, sur la transition vers la vie civile, sur les défis de porter une histoire de service classifié. Rachel répondit honnêtement mais prudemment, révélant suffisamment pour être crédible tout en protégeant la sécurité opérationnelle. Quand ce fut fini, Walsh lui serra la main. C'était puissant. Merci de nous avoir fait confiance pour votre histoire. Après que les caméras furent emballées, 3 jeunes femmes entrèrent dans la salle de conférence. Maya Chen, ainsi que les petits officiers Ashley Grant et Kimberly Martinez, les 3 femmes actuellement en première phase du BUD-11, elles avaient l'air épuisées, meurtries et déterminées. Madame, dit Maya, merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Rachel fit signe aux chaises. Asseyez-vous et arrêtez de m'appeler madame. Je travaille pour gagner ma vie. La vieille blague d'enrôler brisa légèrement la glace. Pendant les 2 heures suivantes, Rachel leur parla de la réalité des opérations spéciales, de la gestion de la douleur physique, de la gestion de la discrimination sans la laisser faire dérailler l'entraînement, de l'importance du travail d'équipe plutôt que de l'héroïsme individuel. Elle partagea des histoires aseptisées de sa propre expérience, soulignant les leçons sans révéler de détails classifiés. Voici ce que personne ne vous dit Rachel. Le pire n'est pas l'entraînement physique. Les corps s'adaptent. Le pire n'est même pas la discrimination, même si c'est brutal. Le pire, c'est l'isolement. Vous allez être seul d'une manière que vos camarades masculins ne connaîtront jamais. Ils se tiennent les uns les autres. Des dizaines de gars traversant le même enfer, tissant des liens, partageant la souffrance. Vous
Vous vous avez mutuellement, et peut-être une poignée d'instructeurs qui soutiennent réellement l'intégration. Tout le monde attendra que vous échouiez. Comment gérer cela? Demanda Ashley. En étant si incontestablement compétente qu'ils ne peuvent pas vous ignorer. En vous rendant indispensable à votre équipage de bateau. En étant la personne qu'ils veulent à côté d'eux quand tout tourne mal. Et en vous soutenant mutuellement. Parce que vous n'êtes pas en compétition les unes contre les autres, vous êtes en compétition contre la norme. Si vous réussissez toutes les trois, c'est une victoire. Si une seule d'entre vous y arrive, c'est toujours une victoire. Le but n'est pas d'être la meilleure femme. C'est d'être la meilleure opératrice que vous puissiez être, indépendamment du sexe. Kimberly prit la parole. Regrettez-vous jamais le service, les sacrifices? Rachel réfléchit à la question. Je regrette que certains de mes coéquipiers ne soient pas rentrés à la maison. Je regrette que des familles aient perdu des êtres chers. Je regrette que certaines opérations aient nécessité des choix sans bonnes options. Mais est-ce que je regrette d'avoir servi? Non. J'ai fait un travail qui comptait. J'ai protégé des gens qui ne pouvaient pas se protéger. J'ai fait partie de quelque chose de plus grand que moi. Ce n'est pas quelque chose que je peux regretter. Même après vendredi dernier? Demanda Maya. Même après avoir été arrêté et humilié. Surtout après vendredi dernier, dit fermement Rachel. Parce que vendredi dernier a prouvé que le système, malgré ses défauts, fonctionne finalement. Oui, j'ai été faussement accusé. Oui, j'ai subi une injustice. Mais en quelques heures, l'autorité compétente est intervenue. Les accusateurs ont fait face à des conséquences. Le système s'est corrigé. Ce n'est pas un échec. C'est exactement comme ça que ça doit fonctionner, imparfaitement, de manière désordonnée, mais finalement justement. Avant qu'elle ne parte, Rachel écarta Maya. Votre mère est fière de vous. Elle ne peut pas vous le dire directement à cause de ses obligations professionnelles, mais elle est fière. Et moi aussi. Les yeux de Maya brillèrent. Je ne vous décevrai pas. Vous ne pouvez pas me décevoir. La seule personne que vous pouvez décevoir, c'est vous-même. Alors n'abandonnez pas. Même lorsque tout en vous hurle d'abandonner, ne le faites pas. Parce que de l'autre côté de cette douleur, il y a quelque chose que très peu de gens vivent, la connaissance que vous êtes capable de plus que vous ne l'imaginiez. 3 semaines plus tard, l'entretien de 60 minutes fut diffusé. 20 millions de personnes regardèrent l'histoire de Rachel Porter, virent sa dignité tranquille, entendirent ses réponses prudentes sur le service classifié. Les médias sociaux explosèrent de soutien. Les organisations de vétérans louèrent sa grâce sous pression. Même Morrison publia des excuses publiques reconnaissant son erreur et s'engageant à faire mieux. La vidéo virale de son arrestation était maintenant contextualisée. La femme menottée n'était pas une fraude, mais un vétéran légitime faisant face à des accusations injustes. Le récit passa de fraude au mérite dévoilé à vétéran justifié. Rachel devint brièvement un symbole des femmes au combat, du service classifié, de la grâce sous le feu. Et puis, comme elle avait prédit, les médias passèrent à autre chose. La prochaine crise, le prochain scandale, le prochain moment viral. Les 15 minutes de gloire de Rachel se terminèrent et elle retrouva un anonymat relatif. Mais l'impact demeura. 2 mois après l'incident, les 3 femmes de la classe BUDOS de Maya réussirent la première phase, la première fois dans l'histoire que plusieurs femmes avaient réussi cette étape cruciale. 6 mois plus tard, Maya Chen gagna son tridencile, devenant l'une des premières femmes à le faire. Rachel assista à la cérémonie, debout au fond, regardant avec une fierté tranquille une nouvelle génération d'opérateurs gagner leur place. Elle se tenait à côté d'elle, regardant aussi. « Vous avez rendu cela possible ?» dit-il doucement. « Non, corrigea Rachel. Elles l'ont rendu possible. J'ai juste montré que cela pouvait être fait. Allez-vous reconsidérer le poste au comité consultatif ?» Rachel sourit. « Je l'ai déjà accepté. J'ai commencé la semaine dernière. Consultante civile, à temps partiel, strictement consultative. Aucune implication opérationnelle. » Et haussa un sourcil. « Vous ne m'avez pas dit. Vous n'êtes pas le seul à pouvoir garder des secrets. Général. » Alors qu'il regardait les nouveaux cils célébrés, Rachel sentit son téléphone vibrer. Un SMS d'un numéro inconnu. Le colis a été livré. 48 heures pour répondre. Ghost 7. Elle fixa le message. Son sang se glaça. Ghost 7. Le code de rappel. Celui qu'ils avaient convenu de n'utiliser que pour les urgences réelles nécessitant les capacités uniques de l'unité. Elle remarqua son expression. Qu'est-ce qui ne va pas? Rachel lui montra le téléphone. Son visage se durcit. Quand est-ce arrivé? À l'instant. Savez-vous qui l'a envoyé? Seules 3 personnes ont ce code. L'une d'elles vient de l'utiliser. Elle regarda et ma veille n'est pas terminée, n'est-ce pas? Rachel, vous êtes à la retraite. Réforme médicale. Vous n'avez pas à répondre. 12 opérateurs, général. C'est ce que le message implique.
12 personnes en danger qui ont besoin de quelqu'un qui n'existe pas officiellement. Elle rencontra son regard. Quand est-ce que le besoin de savoir a cessé d'avoir de l'importance simplement parce que j'ai quitté le service actif? L'expression de haie était troublée. Si vous faites cela, vous vous éloignez de la paix que vous avez construite, des progrès de la thérapie, de la vie civile, de la normalité pour laquelle vous vous êtes battu si durement. Je sais. Et si cela tourne mal, il n'y a pas de cavalerie. L'unité fantôme, cette n'existe officiellement pas. Nous ne pouvons pas la reconnaître. Nous ne pouvons pas la soutenir. Nous ne pouvons pas vous extraire si les choses tournent mal. Je le sais aussi. Alors pourquoi même y penser? Rachel regarda la célébration, Maya Chen et les autres nouveaux opérateurs riant et prenant des photos, l'avenir qu'elle représentait. Parce que quelqu'un doit le faire. Parce que 12 personnes comptent sur quelqu'un qui peut faire ce que les autres ne peuvent pas. Parce que c'est ce que font les opérateurs. Nous répondons quand les autres ne peuvent pas. Elle resta silencieux un long moment. De quoi avez-vous besoin? Accès au dossier de briefing classifié. Les renseignements qui existent sur la situation. 24 heures pour évaluer si c'est réellement viable ou une mission suicide. Elle fit une pause. Et, vous craignez que si je ne reviens pas, quelqu'un raconte à Catherine Rodriguez et aux autres familles ce qui s'est passé. Pas les détails. Juste que c'était important. Vous avez ma parole. Elle sortit son téléphone. Je ferai livrer les dossiers de briefing à la plante d'ici 3 heures. Mais Rachel, vous n'avez pas à faire cela. Vous avez assez donné. Est-ce le cas? Demanda Rachel calmement. David Rodriguez a donné sa vie pour sauver la mienne. Webb a tenu 12 ans avant que le TSPT ne l'emporte. 4 de nos coéquipiers ne sont jamais rentrés. Si je peux honorer leur sacrifice en sauvant 12 autres opérateurs, est-ce même un choix? Alors que la célébration se poursuivait autour de Rachel Porter, Unité Fantôme 7, Opération Neptune Spear, la femme qui avait enduré l'arrestation et l'accusation avec une grâce silencieuse, prit sa décision. Non pas parce qu'elle voulait retourner dans l'ombre, non pas parce qu'elle désirait l'adrénaline ou que les missions lui manquaient, mais parce que certaines d'elles ne peuvent être remboursées que dans la même monnaie où elles ont été contractées. Sacrifice pour sacrifice, service pour service, vie pour vie. 3 jours plus tard, Rachel Porter disparut à nouveau. Son appartement était vide. Sa superviseure EMT reçut un courriel de démission. Sa thérapeute reçut un bref message la remerciant pour tout et expliquant que de nouvelles affectations nécessitaient un déménagement. Seule elle savait où elle était allée. Seule lui connaissait les 12 opérateurs piégés derrière les lignes ennemies dans un endroit qui ne pouvait être officiellement reconnu. Seule lui connaissait l'activation du protocole fantôme, la fenêtre de planification de 48 heures, l'insertion à haute altitude en territoire interdit. Et seule lui savait que 3 semaines plus tard, 13 personnes traversèrent une frontière en territoire ami. 12 opérateurs épuisés et une femme qui avait prouvé une fois de plus que les guerriers les plus meurtriers sont souvent ceux que personne n'attend. Lorsqu'elle la rencontra au lieu du débriefing, Rachel semblait plus âgée, plus dure, portant de nouvelles cicatrices visibles et invisibles. Mais elle était vivante. 12 sur 12, rapporta TL. Succès complet. 0 victime. Bienvenue de retour, opératrice. Dis doucement. Pas de retour, monsieur. Juste pas fini. Elle le regarda avec des yeux qui avaient trop vu, mais qui refusaient de détourner le regard. Peut-être que la veille ne se termine jamais vraiment. Peut-être que pour des gens comme nous, comme l'unité Fantôme 7, il y a toujours une mission de plus, une personne de plus à sauver, une dette de plus à honorer. Et quand cela vous brisera finalement? Rachel sourit, fatiguée. Alors je saurai que j'ai donné tout ce que j'avais. 6 mois plus tard, Rachel Porter apparut à une autre cérémonie de graduation SEAL. Elle se tenait à nouveau au fond, regardant les nouveaux opérateurs gagner leur trident, se demandant lequel d'entre eux répondrait à l'appel lorsque leur propre protocole fantôme s'activerait, se demandant lequel d'entre eux comprendrait que le service n'est pas une question de gloire ou de reconnaissance. C'est une question de se présenter en cas de besoin, de faire ce que les autres ne peuvent pas, et de porter le poids pour que les autres n'aient pas à le faire. Les vrais guerriers, elle l'avait appris, ne sont pas ceux qui cherchent le combat. Ce sont ceux qui répondent à l'appel, qui servent en silence, qui portent des secrets qui ne pourront jamais être racontés et des fardeaux qui ne pourront jamais être partagés. Ce sont les fantômes dans la machine, les opérateurs dans l'ombre, ceux qui existent dans des dossiers classifiés et des archives scellées, leur sacrifice connu seulement d'une poignée de personnes avec les bonnes habilitations et le besoin de savoir. Et Rachel Porter, debout dans cette foule, vêtue de vêtements civils et portant des souvenirs qui n'entreraient jamais dans les livres d'histoire, était fière d'être l'une d'entre eux. Parce que certaines histoires ne sont pas destinées à être racontées. Certains héros ne sont pas destinés à être reconnus. Certains services se déroulent dans des ombres si profondes que la lumière n'y pénètre jamais. Mais cela compte. Mon Dieu, cela compte. Et cela, pense à Rachel en regardant les nouveaux opérateurs célébrés, était suffisant.
Cela devait être suffisant parce que pour les opérateurs comme elle, pour l'unité Phantom 7, pour tous les guerriers qui ont servi en silence et ont répondu à des appels qui n'ont jamais eu lieu officiellement, il n'y avait pas d'autre choix. La veille continuait, et quelque part dans une installation sécurisée avec des habilitations au-dessus des classifications les plus élevées, un autre téléphone finirait par vibrer avec un autre message. Ghost 7, livraison de colis requise, et quelque part, quelqu'un répondrait.